Bonjour Guillaume Méric. Bonjour. Alors vous avez 52 ans, vous êtes auteur de romans depuis une quinzaine d'années avec une certaine prédilection pour le fantastique et l'écologie. Dites-nous un peu quel a été votre parcours pour en arriver là. Eh bien, ça a été un chemin très chaotique, je dirais. J'ai toujours été un créatif, un créateur. J'avais besoin de faire des choses de mon imaginaire, de mes mains. Et en fait, j'ai démarré avec la BD. J'étais un grand fan de comics quand j'étais gamin. Je dévorais ça. Je lisais les X-Men qu'on connaît maintenant au cinéma. Je les ai découverts quand j'avais une dizaine d'années et je me suis éclaté à relire ça des centaines de fois. Je redessinais des personnages pour vraiment m'imprégner, être capable de refaire mes personnages préférés. Et au fur et à mesure du temps, j'ai créé mes propres personnages, j'ai créé mes propres BD. Alors ça a été d'abord des personnages un peu rigolos à la Gaston Lagaffe, à la Spirou, ce genre de choses. Et puis après, j'en suis vraiment venu aux personnages de super-héros. Donc j'ai créé les BD avec un ami d'enfance qui avec moi en fait s'amusait à créer des bandes dessinées complètes où on crée nos personnages. On avait même, je me souviens, un classeur dans lequel on mettait tous nos personnages avec leurs fiches détaillées. On avait à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, d'ordinateur. On se servait de notre machine à écrire, à taper au fur et à mesure les détails de nos personnages avec leurs origines, leurs pouvoirs, leur taille, leur nom, véritable nom, etc. C'était très folklorique, très amusant, et on prenait vraiment un grand plaisir là-dedans. Donc j'ai continué pendant quelques années jusqu'à l'âge de à peu près 20 ans à faire des BD, à m'émanciper un petit peu des super-héros et en créant d'autres univers. Et puis je me suis rendu compte que quelque part j'avais pas le talent, l'expertise d'un vrai dessinateur. J'avais pas ce côté technique vraiment qui ça me manquait. Ça me manquait, je le sentais bien, j'arrivais à certaines limites. Et du coup, j'ai évolué, j'ai changé, je me suis dit, il faut qu'il passe à autre chose. Et j'en suis venu à la musique. Alors j'en faisais depuis l'âge de 8 ans à peu près, parce que j'avais fait 4 ans de conservatoire, solfège, piano. Et le piano m'est revenu en tête. Déjà, je jouais un petit peu sur l'orgue de mon père à la maison depuis de nombreuses années. Et puis je m'étais acheté après un petit synthé sur un marché aux puces. J'avais commencé à composer mes premières chansons. À l'époque, j'étais très inspiré par Renaud, puis après j'étais inspiré par Goldman, puis par d'autres artistes. Et j'ai composé comme ça j'ai plusieurs dizaines de chansons. Et la révélation a été un moment quand il y a eu Notre-Dame de Paris qui est sortie, la comédie musicale vraiment que j'ai découvert moi, 98, il me semble. Et c'était un moment formidable, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, je veux raconter une histoire en musique. Et de là, j'ai démarré. Je voulais pas prendre un sujet qu'on allait me piquer, parce que je me disais, je démarre, je connais personne dans le monde de la musique. Si je prends un thème très connu, il y a quelqu'un de mieux placé que moi qui va avoir la même idée et qui va le proposer, et moi je serai planté, quoi. J'aurai un doublon qui servira à rien. Donc je suis parti sur une thématique qu'on risquait pas de me piquer. J'ai parlé de l'histoire de l'abbaye que restaure mon père depuis plus de 50 ans maintenant, et j'ai voulu raconter, voilà, l'histoire de cette abbaye en comédie musicale. Et j'ai démarré une aventure formidable avec des chanteurs, avec des comédiens, des techniciens. On a monté un spectacle sur le site même en fait de l'abbaye en 2001 et en 2006. Puis je suis monté à Paris pour faire connaître ce spectacle parce que je voulais à tout prix
vivre de la musique et vivre de ce spectacle. Donc on l'a présenté au Trianon de Paris, on l'a présenté en showcase au Palais des Glaces. Je me souviens, c'était le 4 avril 2004. Et bon, on n'a pas eu malheureusement ce qu'on espérait. Sur les 300 invitations professionnelles qu'on avait lancées, on a eu une dizaine de clampins qui sont venus. Et donc en fait pas du tout ce qu'on attendait, et malheureusement les producteurs de spectacles, etc., des maisons de disques, personne n'est venu, et ça a été un tel choc que ça s'est arrêté là. Pour moi ça a été définitif, l'histoire a été réglée. J'avais passé 7 ans de ma vie sur ce spectacle, j'étais incapable de continuer à travailler dans la musique, à me donner sur un autre spectacle qu'il faudrait que je réécrive après avoir subi un échec aussi puissant. J'en ai quand même fait un burn-out. J'étais incapable de revenir dans la musique. Donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule une fois de plus. Et comme ma passion c'était toujours quand même d'écrire des histoires, d'inventer des histoires que les gens puissent voilà, découvrir, je suis revenu aux fondamentaux. Je suis revenu à l'écriture, et c'est devenu l'écriture de romans. Et de là, j'ai démarré une grande histoire. Alors j'étais à l'époque très influencé par Le Seigneur des Anneaux, que j'avais découvert au cinéma et ensuite dans les livres avec Tolkien. Et je me suis dit, voilà, c'est un univers fabuleux. J'ai envie d'inventer un univers fabuleux aussi, mais alors cette fois-ci, je m'émancipe complètement tout ce qui concerne ma vie et ce qui concerne mon père et l'abbaye, tout ça. Ça, c'était fini. Il fallait que j'invente vraiment une histoire qui soit vraiment la mienne. Et j'ai pensé à écrire une grande saga autour d'une thématique qui était celle des âmes sœurs. Et je voulais que ce soit aussi de la fantaisie, mais pas dans le monde médiéval. Je voulais qu'on sorte des nains, des elfes, des dragons, etc. Et j'en suis venu à placer cette histoire dans une sorte d'antiquité grecque imaginaire, où la thématique, en fait, c'était que dans ce monde existaient des âmes sœurs qui étaient capables de s'unir à un seul et même corps, avec des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs de légende, ce qu'on appelait donc des myriades. Et ces personnes, malheureusement, étaient persécutées, pourchassées par le pouvoir en place. Ils n'avaient pas le droit de se retrouver. Ils étaient persécutés. Ils étaient placés en prison dans différents endroits où certains disparaissaient pour d'obscures raisons. Et mes deux héros, les deux jeunes héros de l'histoire, arrivaient malgré tout à se retrouver malgré les obstacles, malgré les interdits. Et ils allaient pouvoir se retrouver et percer le secret de ce lien qui les unissait, pour pouvoir devenir à leur tour un de ces êtres en symbiose, le fameux Myriande. Puis alors, de fil en aiguille, je suis allé, j'ai écumé les salons, je suis allé un petit peu partout, et j'ai trouvé un éditeur qui a été très intéressé par le livre. C'était le Dialogue Vauvert à l'époque, et le roman est sorti en 2010. J'étais aux anges, c'était la première fois que j'accomplissais une œuvre qui était vraiment reconnue par des gens du métier. Donc du coup, c'était fabuleux. J'ai cru Alors, comprendre qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler de l'eau dans le gaz avec votre premier éditeur. au début, tout s'est très bien passé, jusqu'au moment où on est arrivé à parler d'un contrat, le contrat audiovisuel, parce qu'il faut savoir qu'on a le milieu de l'édition aussi deux contrats et pas un seul. Il y a le contrat d'édition pour le livre, et il y a le contrat audiovisuel qui est pour les adaptations audiovisuelles, donc notamment celle du cinéma. Et comme moi, j'avais sur le feu depuis déjà un paquet de temps un projet audiovisuel, j'avais écrit un scénario, j'avais réuni une équipe, j'avais écrit un documentaire qui avait été diffusé par Allociné. Je voulais pas céder mes droits comme ça. Alors je voulais bien les céder, mais à condition d'y mettre une petite clause qui spécifiait que j'aurais un droit de regard, en gros, sur le scénario, s'il était pris par un producteur. Et à l'époque, mon éditeur a dit niet. Il était capable de me donner un bon pourcentage très intéressant, mais il n'était pas question de rajouter une clause, quelle que ce soit. Et donc, du coup, on est rentré
un bis sur le sujet. Moi, j'ai pas lâché, ils ont pas lâché non plus. Et du coup, voilà, on se dit, bon, ben, si on en arrive là, ben, les autres tomes de la saga, on les sort pas. Et bon, ben, tant pis. Du coup, notre collaboration s'est arrêtée là. J'ai dû prendre un avocat pour pouvoir récupérer les droits sur le premier tome, que j'ai fini par récupérer en 2013. Et ensuite, je me suis lancé sur la recherche de nouvel éditeur pour la saga, ce que je n'ai pas réussi à faire. C'était très compliqué de pouvoir replacer chez un nouvel éditeur un livre qui est déjà sorti chez un confrère, et pas en plus, enfin, un confrère qui a un pignon sur rue, c'était pas non plus un tout petit éditeur local. Hein. Et en plus, c'était une trilogie. Et on arrivait déjà à une époque où les éditeurs étaient un peu frileux à l'idée de récupérer une saga complète qu'il faudrait sortir, que dans le cas où le premier tome ne marche pas, c'était compliqué. Et finalement, les choses ont dû se passer autrement et j'ai dû me passer d'un éditeur pour la suite. Et vous pensez que vous avez bien fait d'en arriver à ce clash? Euh, je pense que ça y a eu du bon et du mauvais là-dedans. Le mauvais, c'est que aujourd'hui, il n'y aurait pas eu cette histoire avec mon ancien éditeur, on aurait très certainement sorti les autres tomes, et du coup, j'aurais eu la satisfaction de voir ces livres publiés, et on aurait pu continuer l'histoire ensemble, on aurait pu continuer sur d'autres romans, etc. Et voilà, les choses auraient été simples. Par contre, j'aurais pas eu la possibilité de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire réaliser une opération de financement participatif qui m'a permis entre-temps de réécrire totalement, de retravailler totalement le tome 1, qui n'était plus du coup en adéquation au niveau de la qualité du texte avec les tomes 2 et les tomes 3 que j'avais écrits. Donc j'ai pu retravailler ce tome 1 et le rendre vraiment très qualitatif. J'ai pu écrire des annexes pour compléter un petit peu l'histoire et présenter au lecteur l'univers étendu de l'histoire. Et en plus de tout ça, le financement participatif que j'ai réalisé m'a permis de travailler avec d'autres artistes. J'ai pu travailler avec une dizaine d'illustrateurs qui ont mis en image l'univers que j'avais en tête à travers les personnages, les situations, les décors, les créatures. Et de notre côté, j'ai eu aussi un compositeur, Christophe Houssin, qui a mis, lui, en musique chacun des tomes de la saga. C'est-à-dire que pour chaque tome, j'ai pu avoir les musiques qui correspondaient à l'histoire, aux personnages, etc., comme on peut le faire pour une bande originale de film. Et ça, c'était formidable. C'était absolument formidable de pouvoir enrichir l'univers de la saga à travers la musique et à travers les illustrations. Ça, c'était quelque chose de magnifique et c'est quelque chose que je ne peux pas regretter. Malgré tout, voilà, ça reste de l'édition anecdotique. Je n'ai vendu quelques milliers, mais par rapport à ce qu'on peut faire avec un éditeur et avec une histoire qui avait un tel potentiel, je pense que effectivement, avoir un éditeur derrière aurait été beaucoup plus porteur, ouais. Et moi, je ne désespère pas aujourd'hui d'en trouver un, qui sait, 10 ans après, 13 ans après, pourquoi pas, sait-on jamais. Et le projet d'adaptation, qu'est-il devenu? Eh bien, le projet d'adaptation, j'avais complètement laissé tomber, pour être honnête. C'était vraiment, je m'étais dit, laisse tomber en France. J'étais passé par Besson, j'étais passé par Jean-Pierre Jeunet. On m'a vite fait comprendre que de toute façon, les rares producteurs, réalisateurs qui travaillaient sur des films fantastiques à gros budget comme ça, quand ils le faisaient, ils travaillaient uniquement avec des scénaristes américains. Donc il était inutile que je continue à me battre sur ce sujet-là, j'ai laissé tomber. En revanche, j'avais rencontré quelqu'un au festival de Cannes à 15,
Et on avait parlé ensemble de cette histoire et ça lui avait beaucoup plu et du coup il avait acheté les 3 tomes. Il avait vraiment adoré et il y a 2 ans de ça, il est revenu vers moi en me disant voilà, j'ai parlé de ta saga avec quelqu'un, ça lui a beaucoup plu dans le milieu un peu du cinéma, de artistique, etc. Et, euh, et du coup, il y a toute une dynamique qui est créée autour de ce projet avec des tas de gens qui sont en train d'agir, devenu de plus en plus sérieux, un agent qui s'occupe de ça aujourd'hui, cette personne qui est devenue mon manager, et il y a une équipe suédoise s'est mise sur le projet, qui travaille essentiellement dessus. On est allé l'an dernier, en septembre 2022, en Pologne pour rencontrer toute une équipe, l'équipe suédoise et bien évidemment une équipe polonaise qui est sur place. Il y avait des Russes, il y avait des Italiens, il y avait des Français. Et on avait prévu de faire une présentation du Festival de Cannes l'an dernier. On a eu quelques contretemps et là c'est prévu pour 2024 où on devrait pouvoir présenter quelque chose et du coup peut-être aboutir à une collaboration avec un producteur, un réalisateur, enfin tout un tas, quelqu'un dans le monde du cinéma qui pourra faire vraiment avancer concrètement le projet et qui sait peut-être le présenter un de ces jours sur une plateforme comme Netflix ou une autre pour voilà, réaliser une série. Et là, ça serait vraiment pour moi l'apothéose. Ouais. Question un peu personnelle. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Est-ce que vous l'avez trouvé pour vous, cette âme sœur? Ah, ouais, c'est un peu personnel. Mais j'ai cru trouver mon âme sœur. Oui. Euh, c'est pour ça que j'ai écrit cette saga à l'époque de Myriande. J'ai cru la trouver et puis je l'ai perdue et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit cette histoire. Je l'ai écrite pour me guérir d'une blessure que je pensais irrécupérable. Je pensais que je me remettrais jamais de cette blessure, de cette rupture. Et écrire cette histoire m'a aidé, m'a soigné. Euh, voilà, quant à dire, est-ce que c'était vraiment mon âme sœur? Je pense que on a tous on appelle ça aussi une flamme jumelle. Je pense qu'on a tous quelque part notre âme sœur, mais peut-être pas aujourd'hui avec nous dans ce monde et dans cette vie. Je pense que certaines personnes peuvent la trouver dans cette vie et que d'autres ne la trouveront pas parce elle n'est pas présente. Et je pense sincèrement que c'est mon cas. Je pense qu'elle m'attend quelque part ailleurs et que je la trouverai peut-être dans une autre vie. Ok. Alors, les livres de Myriade n'ont pas été vos seuls ouvrages. Vous avez écrit un thriller paranormal, publié chez J'ai lu en 2014, qui s'appelait Eterna, l'émissaire de l'au-delà. C'est bien ça? Ouais. Alors là, on sortait vraiment de la fantasy. Un thriller paranormal, en effet, alors ça racontait en fait l'histoire d'un jeune aide-soignant qui se rendait compte qu'il était capable de communiquer avec le monde des morts à travers le bourdonnement des abeilles. Alors c'était une histoire très très à part. Je mettais beaucoup de documents sur l'univers des aides-soignants, des unités de soins palliatifs parce qu'elles se déroulaient là-dedans. Euh, et j'ai voulu vraiment une histoire qui parle de l'au-delà et qui permet de découvrir des facettes de l'au-delà et de la manière dont on peut évoluer à travers les différentes strates de cet univers. Et j'ai voulu comme créer un univers d'après ce que je pouvais imaginer de là. Et pour la petite histoire, en fait, j'avais à la base, avant que ce soit publié chez J'ai lu, j'avais proposé le manuscrit, j'étais allé précisément à euh, au festival du livre c'est pas le festival, pardon, à Livre Paris
donc au Salon du Livre de Paris, en 2013, je crois. Et j'avais présenté le livre à KDP Amazon, oui, qui fait donc un speed dating d'auteur. Et j'y étais vraiment allé, vraiment comme ça, sans me faire d'idée particulière. Je me dis pourquoi pas essayer. Voilà. Donc j'ai présenté l'histoire. Ils ont lu la première page, voilà, et puis j'ai appris avec stupéfaction que je faisais partie des 4 lauréats de Amazon KDP. Donc c'était super, ça m'a donné une couverture médiatique importante sur le coup. Et j'en ai parlé à l'éditrice avec qui j'étais en relation à l'époque, j'ai lu. Il dit ah oui, ben c'est super, très bien, tout ça. Et du coup, ça a permis d'accélérer les choses. Et j'ai sorti du coup le livre chez J'ai lu. Vous croyez vraiment à une vie après la mort? Ah oui, oui, je crois vraiment à une vie après la mort. J'y crois pas par conviction religieuse parce que je j'ai pas du tout eu d'éducation religieuse. Mes parents n'étaient pas pour ce genre de choses. Par contre, pour des raisons qui m'échappent, je me suis toujours intéressé à la vie au-delà de la vie, et mais de manière scientifique. Et du coup, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. J'ai lu les bouquins de Moody. J'ai lu le bouquin d'Eban Alexander, de Jean-Jacques Charbonnier, plus récemment de Stéphane Alix. J'ai écouté beaucoup de témoignages de ce qu'on appelle des EMI, des expériences de mort imminente. Et je baigne vraiment là-dedans depuis des années. Et tout ça m'a persuadé que la vie ne s'arrête pas à cette incarnation terrestre. On est juste de passage. Notre conscience, en fait, n'est pas notre corps, elle est dissociée du corps. C'est comme imaginer que notre corps est une télévision et que notre conscience est l'émission qu'on regarde à la télévision. Si le corps s'éteint, si la télévision s'éteint, l'émission, elle continue. Elle ne s'arrête pas avec le corps, avec la télévision. C'est le même principe, en fait, c'est l'idée. Voilà, après, c'est une conviction personnelle, mais qui est étayée aussi par beaucoup de recherches et scientifiques qui se sont vraiment lancés avec passion dans le sujet. Donc oui, j'y crois fermement. Vous avez publié ensuite un drôle d'ouvrage aux éditions Pygmalion en 2018, très différent des autres. L'art de se prendre les murs. Vous pouvez nous en parler? Ouais, ouais, c'était très différent. En fait, au départ, ça devait pas s'appeler l'art de se prendre les murs. J'avais un titre qui me plaisait beaucoup, qui était Peter Pan dans ta gueule. Parce que vraiment, c'était cette histoire-là. L'histoire, c'est l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Charlie Gabian, qui veut vivre vraiment de ses rêves, qui est pétri de rêves, auxquels il veut donner vie, et qui sont vraiment dans le domaine artistique. Donc on peut dire que c'est une autofiction, parce que ça me ressemble quand même pas mal. Et malheureusement, il lui arrive plein de mésaventures. Alors c'est raconté avec beaucoup de recul, évidemment, et beaucoup d'humour noir, et d'humour tout court. Et c'est une manière de se moquer un peu de soi et de raconter une histoire. C'est un côté cathartique, et en même temps c'est très amusant. Je pensais pas du tout que ça allait intéresser l'éditeur. C'était en fait une éditrice qui était chez J'ai lu, qui était passée chez Pygmalion, donc c'est toujours mon éditrice. Et quand je lui en ai parlé, alors que j'étais venu pour autre chose, elle m'a dit ah oui, mais ça m'intéresse parce que je suis en train de rassembler en fait des contes que j'aimerais raconter de manière décalée. Et comme là, ça se rapprochait de Peter Pan, on s'est dit ouais bah oui, ça m'intéresse, mais par contre, on va pas garder ce titre-là parce que c'est bon par rapport à nos lecteurs, c'est un peu agressif comme titre. Mais l'art de se prendre les murs, du coup, ouais, ça faisait rire. On pouvait dire en dessous que c'était un conte décalé de Peter Pan. Donc c'était euh, une incartade un peu spéciale pour moi. Du coup, qui c'était pas pour un livre jeunesse, pour un coup, c'était pour un livre pour adultes ou pour jeunes adultes.
Et c'était amusant parce que j'étais très heureux que ça puisse être publié et ça a été une belle aventure. Ouais. Ce Charlie Gabion, c'était vraiment vous du début à la fin? Du début à la fin, non. On va dire que c'est aux trois quarts, c'est moi et ce qui m'est arrivé. Bon, en, en romançant un petit peu les choses, en arrangeant certaines choses, en changeant quelques personnages, en changeant les noms des gens, bien sûr. Sinon, je me serais pris des procès ou je me serais fâché à certaines personnes. Donc voilà. Et par contre, la fin, le dernier tiers ou quart, je sais pas exactement du roman, et là est vraiment romancé. Je suis parti sur tout à fait autre chose. J'ai fantasmé un petit peu, idéalisé certaines choses, et et donc ça se finit d'une manière assez surprenante. Enfin, je l'espère en tout cas pour les lecteurs, assez déstabilisante, mais en même temps qu'il y a une vraie logique dans le parcours initiatique du personnage. Alors c'est ensuite, en pleine pandémie, que vous avez sorti un nouveau roman de fantasy, Krog-Macherok et Le Venin des Hautes Terres. Mais cette fois, en auto-édition. Hein? Oui, alors Krog Macherok, c'était une histoire particulière. J'ai appelé ça de l'éco-féerie. J'ai mêlé en fait une histoire de magie avec des personnages qu'on appelle ceux du petit peuple. Donc les dryades, les gnomes, les fées, les elfes, etc. Avec la question des pesticides. Donc j'ai parlé de viticulture, de ce genre de choses. Euh, et là, j'ai raconté l'histoire d'un gnome en fait qui vit avec son frère dans les profondeurs vraiment du monde. Et à un moment, il y a une espèce de vrille de métal qui broie les grottes dans lesquelles il habite. Il y a tout qui est détruit, il y a son peuple qui est décimé. Et lui, il arrive à s'en sortir grâce à un de ses oncles qui vient le chercher avec son frère, son oncle qui vit un peu plus à la surface du monde. Et en écoutant un petit peu aux portes, en fait, il va apprendre que les responsables de ce qui s'est passé, la mort de sa famille et de son peuple, ben, en fait, c'est la faute des hommes. Et à partir de là, il va vouer une haine féroce vis-à-vis des hommes, et il va vouloir s'en prendre à une petite famille de viticulteurs qui vit à proximité, en s'imaginant qu'ils sont les responsables directs de ce qui lui est arrivé. Et là, il va faire la connaissance d'une jeune fille, qui est la fille du viticulteur, et il va se rendre compte en fait que les choses sont pas aussi simples que ceux qui s'imaginent, et que ces gens-là sont pas forcément les responsables de ce qui lui est arrivé. Et pour moi, c'était une façon de parler des difficultés dramatiques que rencontrent les viticulteurs et de parler des raisons pour lesquelles ils sont dans ces situations-là et de parler du mal qu'on fait à la terre et par le biais d'autres personnes qui, elles, par contre, sont des personnes perfides. Ouais. Et vous êtes satisfait de l'accueil de ce livre? Hein? Ça a été bloqué, quoi. C'était possible de sortir quoi que ce soit. Et malheureusement, une fois qu'un éditeur vous a dit non, ça sert à rien de revenir avec le manuscrit un an, 2 ans, 3 ans plus tard. À partir du moment où ils ont dit non, ils considèrent que c'est non, quoi qu'il en soit. Donc malheureusement, je n'ai pas pu, j'ai pas pu éditer ce livre alors que il parlait vraiment à beaucoup de monde et ouais, c'est une déception quand même. En tout cas, cette déception ne vous a pas arrêté puisque vous vous êtes lancé dans l'écriture de notre roman fantasy. Qui a trouvé son éditeur, celui-là? Ouais, ouais, je me suis lancé sur un autre projet. Alors, mais en même temps, genre, je suis resté dans la fantasy, mais cette histoire-là est liée à cette saga que j'ai voulu raconter, l'histoire d'un personnage. Donc, j'ai fait un spin-off. Donc, le spin-off, c'est prendre une situation ou un personnage de sert à une histoire euh, qu'on a écrite par le passé, et faire de cette situation de ce héros, de ce personnage secondaire, enfin, le héros de l'histoire nouvelle. Donc ce roman va raconter l'histoire d'un personnage secondaire qui s'appelait Farf, qui était le meilleur ami de l'héroïne, d'Amy Rayand,
et ça va raconter son parcours, son long voyage. C'est d'ailleurs l'histoire s'appelle le long voyage de Farf. Et ça va raconter comment ce petit être qui n'était pas du tout prédestiné à vivre parmi les hommes a parcouru un chemin extraordinaire, semé de multiples embûches, pour atterrir sur les hautes cimes où vivent les cités des hommes. Et voilà, c'est une histoire à laquelle je tiens parce qu'elle est déjà les fans adorent ce personnage. Moi, je l'ai toujours beaucoup aimé parce qu'il est très atypique. Il est très rigolo. Il a des expressions comme saperfouille, foutacrasse, cornachiasse, des trucs comme ça complètement délirants. Et donc, ça a beaucoup plu à l'éditeur qui est Milan. Et là, donc, on doit concrétiser les choses très très prochainement. Et j'espère que le livre sortira peut-être courant 2024 ou 2025, on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, je suis content de revenir dans l'univers de Myriande et de revenir dans l'univers de l'édition tout court, avec un roman voilà, qui remet en avant un univers qui est fondamental pour moi, quoi. On espère pour vous que ce sera un succès, et qu'il relancera peut-être toute la saga, qui sait. Vous comptez écrire d'autres spin-offs à Myriande? Ah, ben, vous faites bien d'en parler, parce que oui, si je suis sur un second spin-off, j'ai longtemps hésité avec un autre roman sur lequel j'avais commencé à travailler, puis que j'ai laissé de côté. C'est un spin-off très différent. Alors celui-là, c'est un préquel à Myriande. Alors c'est beaucoup plus intimidant, parce que là, carrément, je raconte ce qui s'est passé 1000 ans plus tôt, 1000 ans avant la saga Myriande, à travers un autre peuple, même si le peuple des hommes et des Myriandes est un peu présent aussi, enfin très présent, faut dire. Mais là, je suis rentré dans quelque chose de très lourd, parce que c'est une histoire très complexe avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de sous-intrigues, qui est très très épique et bien évidemment très fantasy, mais en même temps avec beaucoup d'intrigues politiques, beaucoup de spiritualité aussi, des enjeux complexes, des histoires d'amour aussi complexes. C'est quelque chose de plus mûr, de plus adulte que Myriande, mais qui en même temps vraiment revient aux fondamentaux de la saga, et explique comment les hommes en sont venus à se retrouver sur ces fameuses cimes que je raconte dans la saga, pourquoi ils ont fui le monde, et qui était le personnage de central qui donne le nom d'ailleurs à ce spin-off, qui est Orled, qui dans la saga est un méchant, mais qui là est le héros de l'histoire. Et là on va découvrir qui il est vraiment, qui il était à cette époque-là, et comment il a pu être transformé à ce point. Et c'est vraiment quelque chose qui me faisait envie. Je me suis dit comment raconter un préquel à cette saga. Je l'ai trouvé à travers ce personnage de Morled. Et là, ça fait des mois que je travaille sur le synopsis, et j'espère attaquer prochainement le roman à proprement parler, le rédactionnel. Là, je vais vraiment m'éclater parce que c'est le moment le plus intéressant dans l'écriture. C'est en venir au dialogue, aux histoires elles-mêmes, telles qu'on la raconte avec les mots qu'on a envie de lui donner, quoi. J'en viens à un livre que je ne peux passer sous silence, même si son sujet est sensible et très controversé. Il s'agit des effets boomerang. Un témoignage personnel qui vous tient à cœur, d'après ce que j'ai pu entendre chez quelques médias en ligne indépendants. Oui, oui, c'est un livre très très à part. Parce qu'il s'est tout simplement imposé à moi. Alors je vais pas pouvoir employer les mots que vous pour ne pas que cette vidéo soit censurée, malheureusement. Mais je parle de la pandémie et des VACCIN, puisque je suis victime de ces produits depuis maintenant 2 ans. J'ai développé plusieurs pathologies,
Alors je ne veux pas trop rentrer non plus dans les détails parce que je l'ai fait à l'occasion de d'autres interviews. Mais en gros, depuis 2 ans, je sais que j'ai développé une neuropathie à petite fibre et ce qu'on appelle une encéphalomyélite myalgique, qu'on appelle aussi autrement un syndrome de fatigue chronique. Alors ça a des symptômes pas sympathiques du tout, et notamment une grande fatigue, des malaises post-effort. C'est un livre en fait qui m'a permis euh, d'autres victimes, de parler avec elles, et de les faire témoigner d'ailleurs sur le réseau X. Je suis très présent avec ce livre. J'ai rencontré beaucoup de gens merveilleux. Euh, c'est au moins ça que j'ai pu gagner avec ce qui m'est arrivé. Euh, je remercie ces gens-là d'être là dans ma vie aujourd'hui parce que ils m'aident ils m'aident à, ils m'aident à vivre les choses un petit peu mieux, même si c'est très difficile puisque à l'état actuel, je peux plus avoir une vie normale, je peux plus travailler. Je pense même plus être capable d'avoir une vie sentimentale normale. Enfin, une vie affective normale, je veux dire. Tout est devenu très compliqué. Même mon travail d'écrivain est compliqué. La fatigue joue beaucoup. Je suis dans le temps que je rendais à mon travail. Donc ça que j'ai écrit ce livre, je voulais dire aux gens surtout aux victimes et à leurs proches, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas fous, euh, que voilà, qu'il y a d'autres personnes qui sont touchées par ce problème et qu'il faut qu'on soit tous ensemble très soudés pour pouvoir faire face à l'omerta qui règne sur le sujet, parce que malheureusement nous sommes invisibilisés, nous sommes censurés dans tous les médias, dans les réseaux sociaux. C'est assez incroyable le ce qu'on peut vivre, euh, malgré ce qu'on sait, malgré tout ce qu'on a appris sur les effets secondaires de ce qui se passe vis-à-vis de ce produit. Je veux dire, on a des faits aujourd'hui établis. Je rentre pas dans les détails une fois de plus parce que je veux pas, je veux pas qu'on soit censuré. Mais il suffit d'aller s'informer sur le net, sur certains médias. Alors évidemment, on le crie pas partout sur les toits, hein. Mais oui, il se passe des choses. On le sait davantage aux États-Unis, on le sait en Allemagne, on le sait en Belgique. Mais il faut vraiment qu'on ouvre les yeux en France, qu'on arrête d'avoir des œillères et qu'on décide une fois pour toutes d'en parler, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des grands médias. Il faut en parler pour que les gens soient traités, que les gens soient reconnus et qu'on arrête de vouloir se cacher les yeux pour des histoires d'ego, des histoires politiques ou des histoires de profit. Il faut en finir avec ça parce que on va se mettre une partie de la population à dos et ça va devenir très dangereux dans l'avenir. Vraiment. Je referme la parenthèse sur le sujet, mais je crois que c'est vraiment très important. Vous n'avez pas peur de choquer ou de faire fuir vos fans avec ces témoignages? De vous discréditer d'une certaine façon auprès des lecteurs et du monde du livre? Je me suis posé la question. Je me la suis posée, mais je me dis que ceux qui se détourneront de moi, de toute façon, se seraient détournés à un moment ou à un autre parce que j'en aurais parlé. J'en ai déjà parlé suffisamment sur les réseaux sans même avoir écrit un livre. Donc ceux qui devaient se détourner de moi se seront déjà détournés. J'ai des amis, même des professionnels qui ont plus voulu en parler avec moi, qui ne me parlent plus d'ailleurs, qui sont d'une certaine façon fâchés ou qui se disent que voilà, j'ai tourné bourrique, comme on dit chez moi. Euh, donc ceux qui continueront à me suivre sont des gens éveillés, sont des gens ouverts d'esprit, et c'est ces gens-là à qui j'ai envie de m'adresser de toute façon. Donc non, je ne regrette pas. Ça fait partie de moi aujourd'hui, donc je peux pas regretter quelque chose d'aussi essentiel et d'aussi euh,
enfin, qui prend autant de ma vie, quoi. Je peux pas laisser ça de côté, c'est pas possible. Ça fait partie de moi maintenant. Eh bien, je crois qu'on a fait un joli tour d'horizon. Quelque chose à ajouter peut-être? Je dirais juste que je suis content de faire ce travail d'auteur. Ça m'a toujours passionné. Même si le métier de la musique était beaucoup plus direct, on était plus face à face avec le public. On avait une relation en direct que je regrette parce que la scène c'est quelque chose de merveilleux, de magique. J'aimerais juste que voilà mon prochain livre chez Milan soit un petit succès qui me permette de rebondir et de faire ressortir mes Mériande justement, de faire sortir ce d'autres spin-off sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui et que je puisse enfin au bout de 15 ans passer vivre de ma passion qu'est l'écriture parce que ça je sais que ça me portera malgré toutes les embûches, malgré la santé, malgré les problèmes de solitude que je peux encore vivre aussi. Je pense que c'est quelque chose quand on a quelque chose aussi fort qui vous porte, vous avez une mission, une mission de vie, vous avez un chemin qui se trace. Et du coup, vous avez pas l'impression de vous perdre. Parce que je vous avoue que là, avec tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps, j'ai eu des moments de perdition, des moments de détresse très, très forts. Et j'aimerais que ces moments soient justifiés par justement un chemin qui s'ouvre à moi, un joli chemin qui m'amènerait vers de nouveaux lecteurs, vers une nouvelle vie. Et ça serait vraiment, voilà, c'est ce que je souhaite de plus. Merci, Guillaume Méric, pour cette interview et bonne chance pour vos livres à venir et bien sûr pour ce combat essentiel qui vous occupe. Merci à vous. Merci beaucoup.